Georges, je voulais savoir, mon cher Georges, les qualités. Allez, il ne faut pas être timide, mon vieux. Hein, je ne suis pas timide, j'attends votre lancement, mon cher Guillaume. Allons-y. Alors, quelles qualités recherchez-vous chez les autres et notamment chez vos amis et vos coéquipiers? Il faut que d'abord tout le monde s'amuse. Il faut qu'on puisse travailler en aimant le sport pour construire la meilleure équipe de basket possible. Il faut avoir cette volonté commune et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'être vraiment une équipe soudée. Il faut que chaque joueur joue son rôle, certes, mais enfin il faut le faire au mieux possible. Et tes amis, c'est quoi? Quelle est la chose la plus importante chez vos amis? La fidélité, l'intégrité La confiance, la loyauté, là ce sont les qualités maîtresses qui se construisent sur les années, c'est pas en un an que ça se fait. Mes meilleurs amis, ce sont les amis que je connais depuis que je suis un gamin. Et qui sont toujours là? Ah oui, ils sont toujours là, on est toujours en contact. Mes copains viennent me rendre visite. Mes amis, ce sont des amis de toujours et ils restent amis pendant des années innombrables. Je vais vous présenter un type que vous connaissez bien, qui joue un peu derrière vous. Le bad guy de la NBA, Dennis Rodman. Il est venu il y a quelques jours et il disait « Non mais, vous inquiétez pas, il n'est pas derrière. Hein. Il est resté chez lui, il n'est pas là. » C'est un petit extrait de ce qu'il nous disait il y a quelques jours sur la manière dont il voit l'évolution du basket. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez, puisque c'est vous le boss. Rodman. Regardez-le. Me and Michael Jordan. Bon, on n'a pas une vraie relation de travail ou... Bon, il faut dire qu'il y a un triangle entre Pippen, Mike Jordan et moi. Il y a une bonne chimie, une bonne dynamique de groupe, ça marche bien, mais on ne se parle pas beaucoup en dehors de ça. Vous n'avez pas le même tailleur non plus, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de Dennis? Bon, il joue très bien au basket, il n'y a rien à dire là-dessus. Il arrive avec beaucoup d'énergie et sur la base de ce qu'il vient de dire, ben c'est vrai, ce qu'il dit. On a des vies différentes, mais enfin sur le terrain, on est liés par le sport, on comprend ce qu'on a à faire, nous sommes unis, c'est le triangle, c'est ça. Bon, et Dennis va un côté, moi je vais un autre côté, et puis bon, on va dans des directions différentes. Vous avez une femme et 3 enfants, et Dennis, lui... c'est la vie nocturne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est un autre style de vie. C'est un autre style de vie, qui dit le garçon. Ben, moi je porte des costards, lui il porte des robes, c'est différent. Il y a une différence là. Michael, est-ce que le basket NBA qui maintenant règne sur la planète, c'est du sport, tout le monde le sait, mais est-ce que c'est plus que du sport maintenant, du marketing de l'entreprise, ou est-ce que franchement quand on est sur place, on oublie tout ça, on oublie le business, on oublie l'argent et on arrive à jouer normalement? Moi, j'oublie tout le côté business quand je commence à jouer. Je crois que tous les jeunes joueurs devraient faire la même chose. Cela étant, bon, il y en a qui effectivement pensent un peu trop à ça. Le basketball est devenu tellement commercial. Il y en a qui considèrent que c'est du business. Vous le regrettez que ce soit devenu si commercial? Ah oui, non, c'est vraiment la mauvaise attitude. Toute la crédibilité du sport est en jeu quand on considère ça comme une affaire commerciale plutôt qu'un sport, parce que là, on est en train de trahir les fans. Les fans vous disent, bon, ils disent que c'est un sport, auquel on joue. Quel que soit le salaire qu'on puisse toucher, c'est un sport qu'on aime jouer, c'est tout. Si j'ai des pas payés, je continuerai à faire du basket. Peut-être pas avec les Chicago Bulls, mais quelque part, au YMCA, je ne sais pas. Pourquoi avoir arrêté un moment de jouer au baseball? Faut être franc. Ben là, c'était un peu lié à ma vie personnelle à l'époque. Mon père venait de mourir. J'avais l'impression de ne pas avoir les appuis sur lesquels je comptais. Mon père n'était plus là. Je ne me sentais pas aussi fort, aussi sûr de moi. J'avais besoin de 18 mois de break, personnellement, pour me reconstruire un peu, pour revenir à peu près au niveau où je voulais être, pour pouvoir faire du basket correctement. Je n'avais pas l'intention d'y revenir à propos au départ. Hein. J'avais l'intention de partir. Et puis au bout de quelques temps, je comptais refaire autre chose, peut-être du baseball. J'ai fait 18 mois de break, hein, n'oubliez pas. Alors, mais je n'ai pas oublié. Et justement, est-ce que si jamais vous pouviez décider à la fin de l'année de ne pas rejouer, ça ne pourrait pas vous manquer dans 6 mois, par exemple? Si, bien sûr. Mais enfin, c'est une autre raison. Je faisais du basket parce que j'aimais bien l'esprit d'équipe qu'il y avait autour de moi, et puis c'était quelque chose de sympathique. Mais enfin, si cette unité devait disparaître, pour une raison ou pour une autre, si on estime qu'il faut reconstruire le basket américain, ben moi, je suis à un carrefour, je peux faire autre chose, et je peux ne pas faire partie du nouveau système, ne pas jouer pour le nouvel entraîneur. Est-ce que vous avez la possibilité d'être seul
de temps en temps, avec tout cet entourage, la famille, les responsabilités. Et que faisiez-vous quand vous êtes seul? C'est très rare que je sois seul. Quand je suis chez moi, je reste avec ma famille. La plupart du temps, enfin, les rares moments où je me sens vraiment tranquille, c'est quand je vais en voiture vers le stade. C'est 1h30 en voiture, j'écoute de la musique et je pense à toutes sortes d'autres choses qui passent dans la tête. On est très Anita Baker, oui. par exemple. Ouais. Diana Krall. A little bit. Et vous étiez à Paris il y a 2 semaines, tranquille dans les rues, à vous promener, pas de marketing, pas de match à jouer avec votre famille. Personne n'était au courant. Autrefois, je suis venu en 87, la première fois que je suis venu à Paris, et puis je pouvais m'installer à une terrasse, personne ne savait qui j'étais. 10 ans plus tard, c'est plus pareil. Effectivement, là, je peux plus faire ce genre de choses. Mais j'étais ici il y a 2 semaines, personne ne le savait, et j'étais assez tranquille, je me baladais dans la rue, sans problème. On est ravis de vous accueillir. On va découvrir justement un sujet qui a été fait par Alan Rothschild sur le marché. Parce que quand vous avez arrêté le basket, la première fois, c'est-à-dire ce dont vous venez de parler, l'action Nike est tombée de $10 le jour même où Michael a dit qu'il allait passer à autre chose et se retirer un petit peu. Et c'est toute cette ambiance qui mélange à la fois le sport de très très haut niveau et en même temps les affaires que retrace Alan Rothschild. Pour vous. Avec Michael Jordan à Chicago, les Bulls jouent à guichet fermé depuis 9 ans. 20 000 personnes sont inscrites sur une liste d'attente, rêvant de pouvoir obtenir un abonnement. C'est le meilleur joueur du monde. Jordan, pour moi, il représente le patron du basket. Ah ouais, il rigole pas avec les autres. C'est le meilleur joueur grave. Avec Michael Jordan, les Chicago Bulls ont réalisé 8 des 9 meilleures audiences de l'histoire de la NBA sur NBC. Tu connais Michael Jordan? Ouais. Qu'est-ce qu'il connaît pas Michael? Avec Michael, les Chicago Bulls sont numéro 1 des ventes des produits dérivés avec près de 40% du chiffre d'affaires mondial du merchandising de la NBA. Il est bon? Il est fort. Il est riche? Ah ouais, beaucoup, déjà. Avec Michael Jordan et ses 5 titres NBA, 20 sponsors ont augmenté leur chiffre d'affaires de plusieurs milliards de francs. Du coup, avec une telle rentabilité, Sa Majesté des paniers aériens est logiquement devenu le sportif le mieux payé du monde. Est-ce que Michael Jordan gagne beaucoup d'argent? Bon, je pense beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi beaucoup? C'est vraiment beaucoup? 600 000 francs par jour. Ah là là, l'argent qu'il gagne, franchement, j'aimerais bien être comme lui. Ça déchire l'argent qu'il gagne, franchement. Sans compter les pubs, les émissions, les films, et les matchs, quoi, aussi. Les matchs. Chaque année, les salaires des joueurs grimpent. Pourquoi? À cause de vous et de moi. Les spectateurs achètent les tickets, achètent les produits, ils regardent la télé. Le jour où le spectateur dira « trop c'est trop », les salaires diminueront. Depuis 1990, selon le magazine américain Forbes, Michael Jordan a accumulé 1,4 milliard de francs de revenus, soit près de 700 000 francs par jour. En 1985, alors que Nike tablait sur 3 millions de dollars de chiffre d'affaires en 3 ans avec les Air Jordan, il s'en vend pour 100 millions de dollars la première année. Aujourd'hui, le numéro 23 des Chicago Bulls est tout autant une marque déposée qu'un athlète, mais un sportif qui fera trembler le marché le jour où il décidera définitivement de s'arrêter de jouer. Voilà donc le business avec Michael Jordan. Je voudrais vous donner, Michael, des revues qui s'intéressent à vous. Il y a les cassettes qui sortent, celles-là tu les connais. Il y a le McDonald's parce que c'est un événement sportif aussi donc, dont parlait tout à l'heure Bruno. Ça a lieu jeudi, vendredi et samedi. Les équipes? Les équipes, il y a 5 équipes qui vont essayer de battre les Bulls de Chicago. Voilà, alors c'est PSG Racing ou Barcelone face à Chicago vendredi soir. Donc on sera demain soir qui va être opposé à Michael. Et comme Pippen et Rodman ne sont pas là, peut-être la victoire ne sera pas si facile que ça. Peut-être. Est-ce que vous pensez que les Bulls peuvent perdre? Parce qu'ils peuvent faire défense de zone, par exemple. Ça peut gêner. Oui, n'importe quelle équipe peut perdre théoriquement. Mais nous, on ne va pas perdre.